Bonjour et bienvenue sur Fashion Africa TV. Je suis Téming Agnès, présentatrice de l'émission Fashion Old School to the New School. Dans cette émission, nous allons prendre une de vos pièces favorites, retourner à la genèse de sa création, en passant par son évolution pour voir comment elle continue à exister dans vos placards. Pour la pièce d'aujourd'hui, nous allons parler d'un col. Ce col, il n'existe plus. Effectivement, il s'agit du col des années 1500. Il a fait un tabac et était une pièce à avoir, surtout dans le milieu de l'aristocratie. Aujourd'hui, nous allons parler de la fraise. Tout d'abord, nous allons commencer par l'origine du nom fraise. Non, il ne vient pas du fruit, mais plutôt de l'ancien français fraiser, ce qui voulait dire foncer ou plisser. Ce verbe donnait plusieurs mots liés à la forme plissée ou ondulée. C'était le cas du col appelé la fraise. Ce mot apparaît au XIVe siècle pour désigner, comme on a dit, ce col avec des petits plis réguliers, souvent amidonnés pour garder une forme rigide. L'aspect visuel très ondulé, foncé, rayonnant autour du cou évoquait également une manière politique, les feuilles des pétales plissés d'une fleur ou d'un fruit, ce qui renforçait l'association mentale avec la fraise. À retenir, on parlait à l'époque de fraise de linge, puis on l'a coupée pour juste fraise. La fraise naît au milieu du XIVe siècle, en Espagne, dans le contexte de raffinement croissant ou de l'habillement aristocratique. À l'origine, elle n'était qu'un simple petit volant plissé autour du cou et au fur et à mesure, elle a commencé à évoluer et à devenir un vêtement d'extérieur. Peu à peu, elle devient carrément un accessoire de mode à part entière. Les nobles espagnols, puis français et ensuite anglais, en font un marqueur de statut social. À mesure qu'elle gagne de l'importance, la fraise s'élargit et devient plus rigide grâce à l'amidon et se plisse avec minutie. L'âge d'or de la fraise, 1570 à 1620. La fraise devient un monument. Entre le XIVe siècle et le XVIIe siècle, la fraise atteint son apogée en taille et en sophistication. On en voit alors de véritables roues autour du cou, parfois allant à plus de 30 cm de diamètre, tenues par des armatures métalliques appelées supportas. La fraise atteint à ce moment-là des formes spectaculaires. D'un simple col plissé, elle devient une structure circulaire rigide autour du cou, parfois large, même plus large que la tête. Elle est amidonnée à l'extrême et façonnée avec précision pour obtenir des plis réguliers, presque architecturaux. Petite anecdote, la fraise devient tellement imposante et rigide qu'elle pose un vrai problème de pratique, y compris à table. À la cour d'Élisabeth d'Angleterre, où la fraise est un symbole de prestige, il était fréquent que les courtisans arboraient des fraises si grandes, si amidonnées, qu'elles ne pouvaient pas porter la nourriture à leur bouche sans tourner la tête d'une façon très maladroite ou se pencher extrêmement en arrière. D'ailleurs, un chroniqueur de l'époque rapporte qu'un noble hollandais, en visite à la cour pour impressionner l'élégante anglaise, fit faire une fraise encore plus grande que celle des courtisans locaux. Lors d'un banquet offert à son honneur, il fut incapable de manger quoi que ce soit tellement la fraise était trop rigide et surtout était trop autour de son visage. Bien sûr, quelques figures célèbres ayant porté la fraise. La première, Élisabeth d'Angleterre, probablement la figure la plus emblématique associée à la fraise, elle en fut le symbole de majesté et d'autorité royale. Henri III de France, lui aussi, amateur de mode, il popularisait la fraise à la cour française, contribuant à en faire un élément incontournable de l'apparat royal. Bien sûr, les nobles espagnols et membres de la cour de Habsbourg, eux aussi, utilisaient la fraise pour exhiber leur morale ou leur grandeur.
La fraise devient alors si imposante qu'elle gêne les mouvements, les symbolismes, presque l'excès et montre une mode aristocratique démesurée. À partir de 1620, on assiste au déclin de la fraise. Effectivement, à partir du XVIIe siècle, la fraise commence à être perçue comme dépassée. Deux grandes raisons vont expliquer sa disparition. La première, l'évolution esthétique. La mode se tourne vers des cols plus souples, appelés cols rabattus, cols en dentelle, popularisés normalement par Louis XIII. Les changements sociaux, la montée de la bourgeoisie et les critiques contre l'aristocratie rendent la fraise désuète. Elle est désormais vue comme un vestige du monde trop rigide, trop éloigné du quotidien des gens. Vers 1650, elle a pratiquement disparu de la mode, bien qu'elle présente dans certains portraits officiels jusqu'au XVIIe siècle. Bien sûr, quand on parle de sa disparition, on sait très bien que sa taille gênait la respiration et les mouvements de la tête. Donc, même les repas n'étaient pas possibles. Très peu pratiques. En plus, l'entretien était très difficile. Elle nécessitait de longues heures de repassage et beaucoup d'abandon. Aussi, le changement des valeurs de la mode devient plus naturel, moins rigide, notamment avec l'essor du classicisme français. Cependant, la fraise reste un héritage dans le moderne, un retour un peu stylé dans la mode. Bien que la fraise ait disparu en tant que vêtement de tous les jours, son influence se laisse sentir petit à petit. Le théâtre et l'art. Voilà un endroit qui continue, grâce aux costumes avec la fraise, à être utilisé et à en faire des pièces de théâtre, de Shakespeare par exemple, ou des films historiques. Elle est devenue un symbole visuel pour le pouvoir du classicisme ou pour l'époque d'Élisabeth. Par contre, s'il y a un côté qui garde cette pièce, c'est la haute couture. On retrouve des variantes plus discrètes, des cols plissés toujours, mais plus vers le pierrot qu'autre chose. Dans la mode contemporaine, des grands de ce monde de la haute couture proposent eux aussi leur version des fraises ou sont inspirés par la fraise. Alexander McQueen, en 1990, en 2010 et aussi après sa mort, ce créateur est connu pour ses références historiques et gothiques. Et il a souvent intégré des cols dramatiques avec volant et parfois discrètement inspirés de la fraise d'Élisabeth. La collection automne-hiver 2001, What a Merry Go Around, des modèles portés des cols exagérés en dentelle, rigides, évoquant la fraise de la peau, mais avec une touche sobre et même théâtrale propre à McQueen. Dans les années suivantes, la maison McQueen continue d'utiliser ces éléments dans ses silhouettes évoquant la royauté anglaise et la Renaissance. Il est suivi par le Pays-Bas, Viktor Enhoff. Eux aussi, ces deux créateurs sont maîtres dans l'art du conceptuel exagéré. Ils vont intégrer à plusieurs reprises des volants gênants dans les structures autour du cou, avec des coloris structuraux rappelant la fraise. La collection couture printemps-été de 2013, robe avec des coloris oversize en tuile autour du cou, totalement inspirée de la fraise, mais rendue moderne avec des matériaux beaucoup plus légers et translucides. La collection automne-hiver de 2020, silhouette avec des couleurs noires et des volants bien rigides, très Renaissance, très futuriste. Pier Paolo Piccolelli, lui aussi pour Valentino, dans la collection des coutures de 2020, va jouer avec des cols plissés, souvent très larges, qui flottent autour du cou, comme les fraises, parfois en soie ou en organza. Dans la collection automne-hiver 2021, des robes monumentales avec des cols ronds, plissés, évoquant directement la noblesse du XVIe siècle, modernisée avec des couleurs vives et un petit minimalisme épuré.
Bien sûr, comment on ne peut pas parler de Jean-Paul Gaultier, connu pour réinventer du vêtement classique vers le vêtement moderne. Jean-Paul Gaultier a utilisé des cols imposants à plusieurs reprises, rappelant la fraise dans certaines de ses collections. 2007-2010, pour la haute couture, on y trouve les fraises en tuile noire ou blanc, volontairement anachroniques, mêlées à du latex ou à des corsets très modernes. Bien sûr, l'influence gothique aussi intègre ce col. Au-delà de la haute couture, la fraise est devenue un symbole de mode théâtrale du Caire, visible dans des performances drag queen comme RuPaul, par exemple, de la scène Caire Underground. Bien sûr, des shootings de mode gothique que l'on retrouve dans les magazines, des collections inspirées par la mode victorienne Renaissance, portées par des marques comme Garçon ou Maison Margiela. Dans le cinéma aussi, on a l'influence de la fraise. Effectivement, dans des films comme The Favorite en 2018, où Mary Queen porte un costume riche en fraise, ou inspiré des collections capsules éditoriales de plusieurs marques connues à l'époque. Bien sûr, la série Bridgerton sur Netflix a révisité l'intérêt aussi du volant, mais aussi des cols et des accessoires historiques, la fraise en faisant partie. Donc, de 2000 à 2025, la fraise a quitté les musées pour devenir une forme vivante d'expression artistique dans la mode. Elle est souvent exagérée, dénouée, stylisée, mais reste associée à la puissance, au raffinement et parfois à une critique ironique de la noblesse et du pouvoir. La fraise est donc bien plus qu'un simple accessoire vestimentaire, elle est un symbole du pouvoir aristocratique, de l'élégance de manière renaissante, d'une époque où la mode aurait autant pu être gouvernée par le paraître, bien que tombée en désuétude, elle revient de temps en temps pour apparaître soit dans le monde de la mode ou dans la scène et continue par son esthétique unique à donner un héritage visuel. Voilà, c'était tout pour moi aujourd'hui par rapport à la fraise. J'espère que vous avez appris quelque chose de nouveau pour cet élément de votre placard, peut-être. Je vous dis à très bientôt sur Fashion Africa TV pour un nouvel épisode.